C'est un webinaire que nous organisons CAF et CPAM du Tarn dans l'objectif de vous présenter les différentes étapes pour l'accès aux droits des personnes en provenance de l'étranger, sachant qu'aujourd'hui, nous allons vraiment faire un focus sur la toute première étape, qui est l'immatriculation, l'attribution d'un numéro par la CAF ou par la CPAM, ce numéro permettant à la personne d'être identifiée et d'accéder aux droits. Nous verrons qu'il existe différents types de numéros. Et voilà, qu'est-ce que cela engendre? Quel type de numéro engendre quelle prestation et par quelles étapes il faut passer pour aller jusqu'à la certification du numéro et donc l'obtention de la carte vitale et d'autres prestations. Je suis accompagnée donc par Fanny Cœur de Roi, qui est en visio également, Marlène Rey et Stéphanie Roumégas. Nous pouvons tout de suite démarrer donc avec la première partie, présentation de la réglementation. Alors, en prérequis, on voulait vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est l'immatriculation des individus. Donc, en fait, toutes les personnes qui naissent en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer doivent être inscrits au répertoire national d'identification des personnes physiques. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon le RNIPP. Ce répertoire est un outil de vérification de l'état civil des personnes nées en France et il est tenu par l'INSEE. L'inscription à ce répertoire entraîne l'attribution du numéro d'inscription au répertoire, ce qu'on appelle communément le NIR. Dans la pratique, le NIR, on l'appelle également le numéro de sécurité sociale que vous connaissez tous. On voulait vous faire un petit focus, donc ça c'est quelque chose qu'on a pris sur le site Amélie, on a trouvé que c'était assez bien fait pour décrypter votre numéro de sécurité sociale. Donc on a plusieurs chiffres qui correspondent chacun à un élément de notre état civil. Donc le premier chiffre c'est le sexe, homme ou femme. Les deux chiffres suivants correspondent à l'année de naissance. Ensuite nous avons le mois de naissance, le département de naissance, ou le chiffre 99 s'il s'agit d'une personne née à l'étranger, le numéro INSEE de la commune pour les Français ou le numéro du pays pour les personnes étrangères. Et ensuite, c'est l'ordre d'enregistrement de votre acte de naissance sur le registre de l'état civil de la commune. Et ensuite, vous avez les deux derniers chiffres qui correspondent à la clé de sécurité. Moi, je vais vous présenter l'immatriculation pour les personnes nées à l'étranger. Donc, une personne qui est née à l'étranger et qui souhaite donc s'installer en France de façon stable et régulière, soit pour y travailler ou y élire domicile, doit aussi être inscrit au répertoire national d'identification des personnes physiques. Donc, pour ces personnes nées à l'étranger, c'est la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés qui a reçu la délégation pour gérer donc la gestion de ce répertoire. Et plus particulièrement donc le SANDIA, le Service administratif national d'immatriculation des assurés, donc qui est l'organisme en charge de la certification des individus nés à l'étranger. Donc pour permettre ces certifications, on a besoin de 2 pièces d'état civil obligatoires que nous vous détaillerons plus tard. Donc, les différents numéros qui existent. Alors, moi, je vais prendre les 2 premières parties, puisque vous verrez, on vous expliquera après que le NNP n'est pas du tout utilisé par la CAF. Donc, on a le NIR, le numéro d'identification au répertoire. Il est unique et personnel, évidemment, et il sert à identifier chaque individu. Il ne change pas et reste le même pour toute la vie, sauf s'il y avait une anomalie au moment de l'attribution du numéro de sécu avec un problème sur la date de naissance ou sur le pays. Il est inscrit sur votre carte vitale, sur l'attestation de droit, sur les bulletins de salaire, etc. Il permet l'obtention d'une carte vitale ou l'ouverture du compte Amélie ou d'un CAF Pro. Il faut savoir qu'un bébé qui naît en France a un numéro de sécurité sociale quasiment 48 heures après sa naissance. Donc ça, le NIR, tout le monde le connaît. Le sujet sur lequel on voulait vous sensibiliser davantage, c'est le numéro d'identification d'attente. Donc ça, c'est pour les personnes qui sont en attente d'attribution d'un NIR. C'est un NIA qui est attribué par la CNAV pour l'ensemble des organismes de protection sociale. Il donne les mêmes droits qu'un NIR, mais ne permet pas encore l'obtention de la carte vitale ni l'ouverture du compte Amélie.
Une fois certifié, le NIA devient un NIR. En fait, le NIA, c'est vraiment le futur NIR. Une fois qu'on aura tous les éléments pour nous permettre de le certifier, le NIA deviendra vraiment le NIR. Mais tant qu'il n'est pas certifié, on vous expliquera après les pièces justificatives par rapport à pour faire évoluer un NIA en NIR. Mais voilà, là, le NIA engendre normalement un NIR, et sinon, on vous expliquera après le déroulé. Le NNP, je laisse la main, puisque c'est un numéro national provisoire qui n'est pas du tout utilisé par la CAF, puisque la CAF est montée en compétence en tout premier lieu sur le NIA. Donc, tous les étrangers qui arrivent en France, qui font une demande de prestation et qui ont des droits, se verront attribuer un NIA et pas un NNP. Donc, je laisse la CEPAM expliquer en ce qui concerne le NNP. Donc, comme le disait Fanny, effectivement, le numéro national provisoire n'est utilisé qu'en CPAM. Donc, il commence soit par un 7 quand c'est un homme, soit par un 8 quand c'est une femme. Il n'est utilisé que pour les personnes en demande d'asile ou d'aide médicale étant. Il ouvre en fait également les mêmes droits qu'un NIA ou un NIR, sauf pour les personnes en situation d'aide médicale état qui, par exemple, ont un panier de biens à respecter et qui n'ont pas le remboursement des prestations des indemnités journalières. Un NNP aussi ne permet pas l'obtention d'une carte vitale ni l'ouverture d'un compte Amélie. Ensuite, donc, pour ces personnes-là, la certification est possible, mais pour un demandeur d'asile, elle est possible au moment de la reconnaissance du statut de réfugié ou pour un AME lorsqu'il obtient un document de régularité, un document de séjour. Voilà. Alors, on a abordé tout à l'heure le terme d'immatriculation des personnes par le NIA. Donc, immatriculer quelqu'un, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est le fait d'identifier une personne en tant que personne unique et de certifier du coup son identité. En fait, il faut voir l'utilisation du NIA comme une étape avant la certification de l'individu et l'obtention du NIR définitif. C'est pour cela qu'on dit que c'est un numéro d'attente, parce qu'en fait, il a une durée de vie limitée. On le verra plus tard. Il a une durée de vie limitée jusqu'à 9 mois maximum. Il faut savoir que ce NIA a l'avantage d'être partageable entre tous les organismes de protection sociale, donc y compris la CAF, ce que ne permettait pas auparavant un NNP. Comme on vous l'a dit, il est spécifique à la caisse primaire et c'est vrai que ça bloquait quand même les échanges au niveau des différents organismes de protection sociale. À titre indicatif, aujourd'hui, par exemple, si la CAF crée un NIA, nous, au niveau caisse primaire, on va utiliser ce NIA pour l'ouverture des droits. Vice-versa, si c'est la caisse primaire qui obtient des documents d'identité et d'état civil en premier lieu avant la CAF, la caisse primaire crée le NIA et à ce moment-là, si l'assuré se présente en CAF, la CAF va utiliser le NIA qui aura été créé par la caisse primaire. La procédure. Si je peux juste rajouter, c'est vrai que c'était vraiment le premier maillon de la sécurité de faire attribuer un NIA aux personnes étrangères, puisque du coup, si moi aujourd'hui je crée un NIA, la CEPAM, dans 5 minutes, elle le retrouve dans nos logiciels nationaux. Donc, on est sûr que la personne est unique et fasse une seule demande de prestation, que ce soit en CEPAM ou en CAF. C'est vraiment le premier élément de la sécurisation des données. Tout à fait. Donc, je rajouterai également que dans la procédure d'immatriculation, donc elle est totalement dématérialisée depuis pas très longtemps, puisqu'en caisse primaire, on utilise le NIA que depuis un peu plus d'1 an uniquement, alors qu'en CAF, il l'utilisait depuis plus longtemps que nous. Ce qui est important pour pouvoir gérer jusqu'à son terme la procédure de dématérialisation, c'est la lisibilité des documents d'identité et d'état civil qui nous sont fournis. C'est impératif qu'ils soient de bonne qualité
et qui soient fournis dans leur intégralité. Souvent, on peut recevoir donc des documents qui sont pris en photo, qui sont tronqués sur le haut du document, le bas du document. Et là, dans ces cas-là, nous, on ne peut pas l'accepter puisque les documents-là, ils sont scannés, ils sont envoyés au Sandia pour certification. Et si le document n'est pas dans l'intégralité, ça complique les choses. Donc, c'est vraiment important pour nous d'avoir non seulement des documents lisibles, qui ne soient pas flous, mais qui soient fournis dans leur intégralité, que ce soit la pièce d'identité ou la pièce d'état civil. Ouais, il faut savoir que nos modes d'archivage, en fait, c'est que du scan. Donc, on perd un petit peu en lisibilité sur les documents. Donc, on sensibilise vraiment les allocataires ou les assurés à nous fournir des documents vraiment lisibles. Donc, les populations concernées par le NIA, ce sont les personnes résidant en France qui sont nées hors de France métropolitaine, puisque comme vous l'a dit Fanny tout à l'heure, un bébé, quand il naît en France, ça se fait très rapidement, de façon automatique, à partir du moment où les parents vont déclarer la naissance en mairie. Ça inclut aussi les personnes qui sont nées dans les TOM, donc les territoires d'outre-mer, mais aussi dans les COM, les collectivités d'outre-mer. Et en revanche, ça exclut, comme vous l'a dit Marlène tout à l'heure, les bénéficiaires de l'AME ainsi que les demandeurs d'asile pour lesquels on utilise un numéro provisoire. Et on exclut également ce que l'on appelle les migrants de passage, qui ont aussi un numéro provisoire, mais qui est encore spécifique par rapport au numéro provisoire classique, qui commence par un 7 ou par un 8, puisque les migrants de passage, eux, ont un numéro provisoire qui commence par un 5 ou par un 6. Au niveau des étapes de la création du NIA, pour aller jusqu'à la certification. Au départ, en création, on va devoir créer un NIA obligatoirement avec une pièce et, si possible, d'emblée, 2 pièces. Alors, la pièce prioritaire et incontournable, c'est un document d'identité, titre de séjour en cours de validité ou pièce d'identité. Et, si possible, une pièce d'état civil. Alors, qu'est-ce qu'on entend par pièce d'identité? C'est important de le préciser. Une pièce d'identité, c'est une carte d'identité ou un passeport du pays d'origine qui soit en cours de validité. Si la personne ne dispose ni de l'un ni de l'autre, le titre de séjour peut valoir pièce d'identité. Là aussi, un titre de séjour en cours de validité. Et un titre de séjour, j'ajouterais aussi, oui, et non pas un récépissé. Le récépissé n'est pas recevable. Oui, pas les visas non plus. Il y a des spécificités sur les documents de régularité. Ça, on étudie au cas par cas, ouais, avec en possession du document. Mais retenez bien ça, toujours la base, le point de départ, c'est fournir une pièce d'identité, carte d'identité, passeport, en cours de validité, titre de séjour, et non pas récépissé. Et ensuite, une pièce d'état civil. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un extrait d'acte de naissance du pays d'origine, en langue originale non traduite. Il n'est pas nécessaire que le demandeur fasse traduire le document. Maintenant, CAF et CEPAM nous avons recours plutôt à un partenaire certifié qui est le CLEIS, un organisme qui peut nous traduire gratuitement donc, l'ensemble des documents que nous lui adressons. Il y a juste quelques langues, mais vraiment très, très, très à la marge qui ne sont pas traduites. Là, nous saurons le dire aux demandeurs, mais c'est vraiment très, très, très rare maintenant. Les 2 documents, il faut faire attention, pièce d'identité, pièce d'état civil, doivent être concordants. Parfois, c'est souvent le cas pour les dames qui se sont mariées. Il y a des pays où, du coup, le nom marital figure sur la pièce d'identité, sur le titre de séjour ou la pièce d'identité, et ne va pas être le même que sur l'extrait d'acte de naissance, parce qu'ils ne mettent pas le nom de jeune fille. Nous allons, dans ce cas, demander l'acte de mariage pour authentifier et être bien sûr qu'il s'agit de la même personne. Mais voilà, ça, vérifiez-le. Si les 2 noms sont concordants, on ne demandera pas l'acte de mariage. Par contre, s'il y a une différence, on le demandera systématiquement. J'ajouterais juste aussi que sur certains actes de naissance, en mention marginale, vous pouvez des fois retrouver la mention du mariage avec le nom d'épouse.
Donc, dans ce cas-là, effectivement, il n'y a pas besoin de l'acte de mariage. L'impératif, c'est que la pièce d'identité, le nom indiqué sur la pièce d'identité reflète réellement les informations sur la pièce d'état civil, donc l'acte de naissance. Donc, si le nom de mariage ou le nom d'usage apparaît en marge de l'acte de naissance, il n'y a pas de problème. Alors, il est possible pour nous, CAF et CEPAM, de créer un NIA avec une seule pièce d'identité ou titre de séjour. Sachant que, voilà, comme on l'a vu tout à l'heure, le titre de séjour, vos pièces d'identité. On va créer, mais on ne pourra pas demander la certification parce qu'il nous manque la seconde pièce. Il nous manque la pièce d'état civil. Donc, nous allons créer, nous allons ouvrir les droits, ouvrir les prestations, ce qui est au démarrage le plus important, que la personne puisse rapidement, si elle remplit les conditions, avoir accès aux soins et aux droits, aux prestations. Et nous allons enclencher une procédure de relance courrier pour rappeler à cette personne qu'il manque une pièce pour que son dossier soit complet. Donc, les relances courrier seront adressées à 3 mois après la création du numéro, 6 mois et 9 mois pour réclamer la pièce qui manque. Sachez, c'est important, qu'à partir de 6 mois et entre le 6e et le 9e mois qui suit la création du NIA, si la pièce ne nous est pas produite, les droits vont être suspendus puis fermés. Nous allons y revenir sur ces points-là. Oui. Alors, les étapes de la création du NIA jusqu'à la certification du NIR, eh bien, en ce qui concerne la caisse primaire, ça passe par l'affiliation. C'est un terme que l'on emploie, nous, dans notre jargon. Qu'est-ce que c'est l'affiliation? Le principe, en fait, c'est de donner des droits, d'ouvrir des droits pour une personne qui réside de façon stable et régulière sur le territoire. La stabilité, c'est quoi? La stabilité, c'est être sur le territoire depuis plus de 3 mois. Et la régularité, c'est le fait d'être en situation régulière sur le territoire. Et ça passe par la fourniture d'une pièce d'identité. Si la personne est française, si elle est étrangère, c'est par un titre de séjour ou elle hors Union européenne, bien sûr. C'est ce qui lui donne l'autorisation d'être sur le territoire. Donc, ce sont les 2 conditions sine qua non pour l'ouverture de droit. En fait, à partir du moment où la personne a 3 mois de conditions de résidence, elle peut constituer un dossier de demande d'ouverture de droit. Avant 3 mois de résidence, de notre côté, nous faisons un refus puisque ça veut dire que la personne ne remplit pas le critère de stabilité. Et juste les droits là qu'on ouvre, c'est ce qu'on appelle la PUMA, la protection universelle maladie, qui couvre en fait tous les assurés sociaux. Alors, il faut savoir quand même qu'il y a des exceptions à ces 3 mois de stabilité. La première, c'est pour une personne qui travaille. Il n'y a pas de condition de 3 mois puisque de fait, par son activité professionnelle, la personne s'ouvre des droits dès la première heure de travail. Mais il y a aussi dans les situations que l'on retrouve le plus fréquemment en caisse primaire, le fait d'avoir un enfant mineur. Il n'a pas à attendre 3 mois pour avoir une ouverture de droit. Et il en est de même pour une personne qui rejoint un membre de la famille sur le territoire, à la condition que cette personne ait des droits ouverts à la PUMA, quel que soit le régime de sécurité sociale. Il faut pouvoir justifier que, par exemple, le conjoint, il a des droits ouverts en tant que salarié, par exemple, à la MSA ou au régime général. Voilà. Et à partir de ce moment-là, la conjointe peut bénéficier de cette exemption des 3 mois de stabilité. Fanny, je te laisse présenter pour la partie CAF. Alors, vous allez voir que pour les droits CAF, on a une réglementation qui est un peu différente, puisque pour la CAF, le droit aux prestations familiales, y compris l'aide au logement, pourra être ouvert à compter du mois suivant la validité du titre de séjour.
En CAF, on n'a pas cette notion de résidence de 3 mois pour ouvrir les droits. Il faut simplement formuler une demande, forcément avoir un droit, donc, ou avoir une famille avec enfants qui peut ouvrir droit aux allocations familiales, ou alors être locataire d'un logement pour bénéficier de l'aide au logement. Donc, nous, on se cale vraiment sur la validité du titre de séjour qui permet l'ouverture de droit aux prestations familiales. Donc, nous, on ouvre dès le mois suivant. Donc, une petite divergence déjà avec la CPAM. Là où on se rejoint, c'est qu'on n'ouvre pas avec les récépissés de première demande de titre qui n'ouvrent pas du tout droit aux prestations familiales. Les récépissés de première demande de titre de séjour n'ouvriront droit à aucune prestation en CAF, même si les personnes sont en situation régulière en France. Des particularités en fonction des prestations sont également à noter en CAF, puisque le RSA et la prime d'activité ne pourront être ouverts que si le bénéficiaire réside en France depuis 5 ans. Donc là, ce n'est pas une condition de résidence de 3 mois, c'est bien 5 ans sous couvert d'un titre de séjour qui l'autorise à travailler. La seule exception, ce sera les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire ou alors les titulaires d'une carte de résident qui pourront ouvrir droit au RSA et à la prime d'activité sans restriction puisque c'est des bénéficiaires particuliers. Le NIA qu'on a créé pourra donner accès à CAF Pro, même si je sais que tout au début de la mise en place de la connexion à la personne l'année dernière, on a eu des petits couacs avec des personnes, parce qu'en fait, quand ils font la première demande, ils n'ont pas encore le NIA, c'est uniquement quand nous, on va ouvrir les droits qu'on va créer le NIA. Donc, la personne ne le connaissait pas forcément. Donc, au début, il y a eu des petits couacs. Normalement, ça s'est régularisé. Vous nous direz peut-être en fin de webinaire si vous avez rencontré des cas de ce genre. Mais voilà, donc pour les droits CAF, c'est vraiment mois suivant la validité du titre de séjour, sans conditions particulières de résidence, et notamment la résidence des 3 mois. Donc, sur les étapes de la création du NIA à la certification du NIR, ça, on vous l'a dit, je pense que vous l'avez compris, la CAF et la CPAM, la MSA également, peuvent créer le NIA. Tous les organismes de protection sociale en sont informés au niveau national et quasiment en direct. Moi, je crée un NIA maintenant. Céline, Marlène ou Stéphanie fait la recherche dans notre outil national. On retrouvera la personne bénéficiaire avec les éléments que moi que j'ai enrichis. La particularité, et ça on souhaitait vous alerter aussi dessus, c'est que l'organisme qui a initié la démarche est responsable de la certification et de la mise à jour du dossier, changement d'adresse, etc. Donc c'est à lui que la pièce manquante doit être produite. Donc si la CAF a créé le NIA, l'allocataire devra renvoyer la pièce plutôt à la CAF qu'à la CPAM. Sinon, après, ça oblige nos organismes à se transmettre des pièces qui n'est pas forcément confortable, mais on reste vraiment, l'organisme qui a créé le NIA en reste responsable jusqu'à la fin de sa durée de vie, donc jusqu'aux 9 mois. Alors, je rebondis juste parce que la question me vient en même temps. Vous, en tant que partenaire, vous allez vous demander comment savoir quel est l'organisme qui a créé le NIA. Il faut simplement se fier au courrier qu'aura reçu l'assuré, parce que ce soit en CAF ou en caisse primaire, on notifie systématiquement, dès que l'on procède à l'ouverture de droit, on notifie à l'assuré son NIA. Nous allons aborder maintenant le sujet de l'impact de la non-certification. Donc, comme vous l'a mentionné Céline, après l'attribution du NIA, on fait des relances à 3, 6 et 9 mois. Donc, à la création du NIA, on envoie un premier courrier à l'assuré l'informant de son NIA. 1 mois après la création de celui-ci, on relance l'assuré pour lui demander la pièce manquante. À 6 mois, donc à l'issue des 6 mois, pareil, on suspend les droits. On suspend les droits, les prestations CAF et CPAM, provisoirement, si l'assuré ne nous renvoie pas le document. Et il en est informé par courrier de mise en demeure. Et dans ce courrier, on lui précise aussi la pièce qui n'a pas été transmise. Dans le délai donc de 6 mois à 9 mois après l'attribution du NIA, nous allons fermer les droits donc, à la CPAM et nous allons récupérer toutes les sommes versées. Nous allons donc faire un indu à l'assuré sur toutes les prestations qui lui ont été versées du début de l'attribution du NIA
jusqu'à la fermeture de ses droits. C'est pareil en CAF. Oui, là, pour le coup, on est d'accord. On suspend à 6 mois et à 9 mois, c'est la fin du NIA. On récupère les prestations qu'on a versées, puisqu'en fait, on n'a pas réussi à vraiment certifier l'individu. Donc, à partir du moment où on n'est pas sûr de l'état civil de l'individu, on arrête de verser les prestations et potentiellement, on récupère les prestations qui ont été versées à tort. C'est vraiment un outil de sécurisation, hein, le NIA. Exactement, et c'est vrai que voilà, on voulait que vous compreniez ces étapes de la création, même avec une seule pièce, mais in fine, l'objectif est toujours d'aller vers la certification et vers l'inscription de la personne au répertoire national, et du coup, à l'obtention d'un NIR qui lui donne donc possibilité d'avoir accès aux droits, à la carte vitale, au compte Amélie, etc. Voilà. C'est souvent la carte vitale d'ailleurs qui pousse les assurés à nous fournir la deuxième pièce, puisque nous, en CAF, jusqu'à 6 mois, on peut payer des droits. Donc finalement, c'est un peu transparent pour les individus. C'est vrai que par contre, la notion de carte vitale, d'avoir la carte vitale pour éviter d'avoir à avancer les frais ou être remboursé plus rapidement, ça a vraiment un impact. Par contre, c'est vrai que ce soit en CAF ou en CEPAM, si on n'a pas réussi à certifier l'identité de l'individu, malheureusement, on suspendra les droits et éventuellement récupérera. Oui, voilà, ça c'est vraiment l'application de la réglementation, de la loi. Tant que la personne n'a pas de carte vitale, vous savez qu'elle peut produire une attestation de droit papier qu'on lui met à disposition, la produire aux professionnels de santé, mais c'est vrai qu'il est quand même beaucoup plus confortable pour elle et pour les professionnels de santé en télétransmission d'avoir une carte vitale. Donc notre objectif à tous, c'est que la personne puisse le plus tôt possible avoir un NIR certifié. Voilà. Donc on voulait aujourd'hui bien vous sensibiliser sur cette notion-là, sur la notion. Qu'est-ce que c'est un numéro provisoire? Il en existe, on l'a vu encore, pour les AME, demandeurs d'asile ou migrants de passage. Mais après, on aura des NIA qui ressemblent du coup à des NIR. Ils commencent par 1, par 2, mais ça n'en sont pas encore puisque la personne n'a été créée qu'avec une seule pièce, donc une pièce d'identité. Et que pour aller vers la certification, on va solliciter cette pièce d'état civil et qu'il est important dans l'accompagnement que vous faites pour ces personnes de les sensibiliser sur l'importance de nous répondre. Parce que voilà, on vient de le voir, l'impact n'est pas neutre et peut aller jusqu'à une suspension, un arrêt et une récupération, une notification d'indu, exactement, une récupération des prestations versées. On a à peu près tenu notre timing, puisqu'on arrive au bout, nous, de notre présentation. On va maintenant pouvoir passer à vos questions. Donc, n'hésitez pas à les poser dans le fil questions-réponses, puisque vos micros sont encore occupés. Mais si vous souhaitez prendre la parole, là aussi, faites-nous signe. On doit pouvoir vous donner la parole si vous préférez exprimer oralement les questions. Mais dans tous les cas, n'hésitez pas. Posez-nous toutes les questions. C'est l'occasion. Oui. Ouais, c'est l'occasion, même si vous avez peut-être déjà rencontré des cas de blocage, ça peut être intéressant qu'on les échange ensemble. Oui, exactement, d'avoir vos retours terrain, ce qui vous pose problème aussi au quotidien dans l'accompagnement pour que les personnes comprennent les étapes pour avoir leur NIR. Alors, on a une question. Dans le cas d'un bénéficiaire d'une protection internationale, la préfecture ne délivre qu'un titre de séjour qu'après l'obtention d'un extrait d'acte de naissance délivré par l'OFPRA. Or, ce document est rarement délivré dans les 6 à 9 mois. Le risque est donc que leurs droits soient suspendus. Alors là, c'est vrai, on a été un peu dur. On vous a dit à 6 mois, on suspend, à 9 mois, on récupère. On a quand même, c'est une très bonne question, on a quand même des exceptions à la règle. Et c'est notamment tous nos bénéficiaires de la protection internationale ou toutes les personnes qui ont obtenu le statut de réfugié, où là, pour le coup, on les accueille en France pour les protéger. Donc, on ne suspend pas les droits, on ne récupère pas les prestations et on laisse des délais beaucoup plus importants, jusqu'à 18 mois, pour tout ce qui est bénéficiaire de la protection internationale ou réfugiés. Là, pour le coup, on a des délais qui sont plus longs pour ces bénéficiaires, puisqu'on sait que l'acte de naissance délivré par l'OFPRA est long à obtenir. Donc, sur ces situations, normalement, il n'y aura pas de suspension, sauf erreur de nos services, ce qui peut arriver. Mais normalement, sur ces situations, il n'y a pas de situation de blocage.
si jamais c'était le cas et que vous étiez confronté à des bénéficiaires pour lesquels on aurait suspendu les droits, n'hésitez pas à les renvoyer vers nous, parce que s'ils font partie de ces catégories-là, on n'aurait pas dû suspendre. Mais très bonne question, hein, on ne l'avait pas précisé. Ça fait partie des exceptions, effectivement, mais on ne l'a pas abordé parce qu'il y a très peu d'exceptions. Et celle-là, on fait partie, comme les personnes qui arrivent, qui ne sont pas dans la situation de demande d'asile, mais qui peuvent quand même avoir eu un souci parce que leur pays était en guerre et qu'ils sont dans la difficulté pour obtenir des documents. On a quand même, pour ce cas de figure-là qui reste à la marge par rapport à la demande d'asile, on a quand même une procédure dérogatoire. Voilà. On n'est pas fermé à 100%, on va dire. On a une autre question, ouais. On a une autre question. Donc, j'ai été amenée à faire une demande d'affiliation à la CPAM et dans les documents demandés par la CPAM, conseillés au téléphone, il y avait le récépissé du titre de séjour. Or, vous dites que ce document n'est pas valable. Le récépissé est un document, oui, recevable dans certains cas, mais il ne permet pas normalement la certification, à part pour les personnes en situation de reconnaissance de statut de réfugié, accompagné donc de l'acte de naissance de l'OFPRA. Si ça peut être recevable, suivant les cas en fait. Disons qu'un récépissé peut être recevable pour la régularité, mais en aucun cas pour la régularité il est suffisant parce qu'il ne peut pas être présenté seul. Il doit toujours être accompagné de la confirmation de l'enregistrement de la validation du titre de séjour où apparaît le numéro étranger. Donc ça c'est une première chose, mais ça concerne essentiellement la partie régularité. Mais pour la partie immatriculation, effectivement, il n'est pas suffisant. En fait, il y a deux choses à regarder. La partie immatriculation pour l'obtention de la certification d'un NIR et la partie justification de la régularité de la personne. Voilà. Pour les BPI, est-ce que vous pouvez préciser BPI, ce que vous entendez par… Bénéficiaire de la protection internationale. Voilà. Ah, d'accord. Peut-on imaginer avoir une certification avec le récépissé plus un acte de naissance du pays? Non. Normalement, non. Nous, le Sandia nous réclame pour les bénéficiaires de la protection internationale, si en pièce d'identité, ils ont donc le récépissé, en pièce d'état civil, on doit avoir l'acte de naissance de l'OFPRA. Si l'assuré, donc, il a un acte de naissance de son pays, il doit nous fournir une pièce d'identité ou un passeport et pas le récépissé pour la certification, en fait. Ou alors le titre de séjour et la reconnaissance de la protection. Oui, ce n'est pas le récépissé, c'est plutôt le titre de séjour indiquant la reconnaissance du statut de réfugié. Dans ce cas-là, oui. Mais on est quand même dans le cadre d'une demande de protection internationale, on est rarement en présence d'un acte de naissance quand même. On est souvent tributaire de l'obtention du certificat de naissance de l'OFPRA. Ouais, en fait, le principe, c'est que c'est des personnes qui sont venues en France justement parce qu'elles étaient en danger dans leur pays. Donc, on ne les renvoie pas vers leurs institutions pour récupérer les actes de naissance puisque potentiellement, elles sont en danger. Et là, c'est vraiment l'OFPRA qui va reconstituer l'état civil et qui fournira l'acte de naissance reconstitué. Normalement, le Sandia n'accepte pas pour les personnes réfugiées, même si les personnes en sont en possession, l'acte de naissance du pays, ils exigent vraiment pour les réfugiés, l'acte de naissance reconstitué par l'OFPRA. Alors, il faut savoir qu'on vous paraît peut-être un peu tatillon sur tous nos termes, mais en fait, c'est vraiment le Sandia qui va valider toutes les immatriculations que nous, on lui transmet. Donc, c'est vrai que, bon, je ne vous cache pas, hein, parfois, ça peut nous arriver de tenter, on se dit c'est pas très lisible, est-ce que le Sandia va le prendre ou pas? Derrière, si les pièces sont pas lisibles, le Sandia nous rejette nos demandes d'immatriculation puisqu'il faut vraiment que les deux pièces soient bien concordantes, bien
bien lisible, pas tronqué, etc., pour qu'on soit sûr de l'état civil retenu pour la personne. Hein, c'est vraiment une question de sécurisation. On ne veut surtout pas créer deux personnes avec un état civil un tout petit peu différent. Hein, là, c'est vraiment dans l'optique de la sécurisation, on veut vraiment des états civils vraiment cohérents et deux pièces identiques. Oui, parce que notre problématique quand même qui revient assez régulièrement, c'est le problème d'homonymie. Donc, c'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur ça, et, parce que le syndicat nous le demande déjà, mais c'est vrai que sur certains états civils, parfois, c'est compliqué. Donc, c'est pas pour embêter l'assuré, c'est vraiment pour certifier la personne en tant que personne unique et dans son intérêt de ne pas faire un amalgame avec une autre personne. Voilà, puisqu'après, quand la personne travaille, en termes de retraite, nous on le voit régulièrement, où il y a des personnes qui ont eu leur NIR substitué à une autre personne qui a le même nom, parfois même le même prénom, avec juste une orthographe différente dans le prénom, mais la même date de naissance. C'est vrai que sur le coup, en tant que partenaire, vous pouvez vous dire oui, mais c'est quand même rare. Ça arrive de plus en plus fréquemment. Voilà, donc c'est vraiment important, et il ne faut pas perdre de vue, effectivement, comme l'a souligné Fanny, que c'est vraiment pour une sécurisation de l'état civil en fait de chaque personne. Voilà. Et par rapport à ce que vous dites sur les rejets du syndicat, il faut aussi bien garder en tête que quand le syndicat rejette une pièce, eh bien là, c'est le délai du coup d'instruction du dossier qui se rallonge, puisque nous, on réceptionne le rejet, on voit la cause et on va réécrire à l'assuré pour lui redemander une autre pièce qui soit de meilleure qualité, meilleure lisible, ou qui complète le dossier au départ. Et du coup, le dossier prend aussi des délais d'instruction, donc ça retarde encore l'obtention de la certification. D'où la vigilance à avoir le plus tôt possible et dès la réception du dossier. Alors, c'est vrai que là, on vous a beaucoup parlé des pièces à nous fournir pour la certification, mais on n'oublie pas que, soit pour la CAF ou nous, pour la CEPAM, il y a toujours aussi la notion de dossier de demande de CERFA à compléter, à dater, à signer et à joindre, donc la demande d'ouverture de droit pour l'assurance maladie, à joindre aux pièces d'identité qui sont réclamées pour la création du numéro et sa certification. Ouais. On avait eu une autre question en préparant le webinaire, on en profite pour la poser maintenant, qui était de savoir si un individu bénéficie d'un NNP qu'il avait obtenu peut-être par exemple l'année dernière. Est-ce qu'il va toujours exister ce NNP avec la mise en place du NIA ou pas? Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que l'assuré, s'il doit se manifester auprès de nous ou pas, s'il a déjà un NNP et n'est pas dans les catégories qui le permettent? Du coup, oui, la question c'était si l'assuré revient vers vous en vous donnant des justificatifs comme quoi il a un numéro provisoire, mais aussi un autre document sur lequel apparaît le NIA. À partir du moment où on communique à l'assuré son NIA, il ne faut plus du tout tenir compte du numéro provisoire, sauf si vraiment le document du numéro provisoire est plus récent. Mais dans ce cas-là, ça voudra dire que l'assuré aura changé de situation, notamment en termes d'AME, puisqu'il est possible que l'assuré arrive sur le territoire en situation régulière et qu'il bascule d'un seul coup en situation irrégulière, enfin d'un seul coup, au terme du maintien de droit de son titre de séjour, bien évidemment, mais il est tout à fait possible aussi que sa situation soit modifiée et qu'il revienne vers vous avec son numéro provisoire sans qu'il ait eu auparavant le NIA de créer. Donc, ça dépend des situations. Et en tous les cas, j'ai envie de vous dire, en cas de doute, il ne faut pas hésiter à prendre contact, soit à la plateforme téléphonique, soit par le biais de la boîte mail BAL Partenaire pour nous interroger, pour savoir lequel il faut retenir. Mais en règle générale, c'est le NIA qu'il faut retenir. Voilà. Oui, je ne vois pas de nouvelles questions non plus. Non, je ne dirais pas. C'est bien, c'est qu'on a déjà répondu à toutes les questions alors. Peut-être. Ou elles viendront plus tard. Voilà.
après mûre réflexion et après avoir tout repris, elles viendront. Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, nous allons procéder à la clôture de ce webinaire. Je tenais vraiment à remercier déjà nos participantes qui ont participé à l'élaboration et à l'animation du webinaire, malgré au départ, Fanny, quelques soucis de connexion. Vous remercier bien sûr aussi les partenaires qui assistaient à ce webinaire. Vous inviter à compléter une rapide enquête de satisfaction là, qui va vous arriver par mail à la suite, à la fin de la session. Ça vous prendra que quelques minutes et ça nous permettra, nous, de savoir déjà ce que vous avez pensé de ce webinaire et aussi ce que vous souhaiteriez voir abordé dans des prochains thèmes, puisque là, aujourd'hui, c'était une première fois, mais qu'on peut tout à fait, s'il y a des thèmes que vous souhaitez qu'on aborde avec vous, le faire à l'occasion d'autres sessions à reprogrammer. Comme je vous le disais tout à l'heure en introduction, ce webinaire sera consultable sur la page YouTube de la CPAM du Tarn. Nous vous enverrons un lien que vous pourrez après partager avec vos collègues. N'hésitez pas à le relayer autour de vous si ça peut répondre aux questions de tous les partenaires et de toutes les personnes avec qui vous travaillez. Bien, écoutez, il nous reste à vous souhaiter une bonne journée et à vous dire à bientôt. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci.